La culture dans tous ses états, André Berkoff. Un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son. Très très belle chanson d'Yvan Dautin, prendre un enfant par la main, mais ça c'est magnifique pour l'emmener vers demain. Mais quand c'est pour l'emmener dans des territoires glissants, glauques, voire monstrueux, nous allons parler d'un sujet grave, terrible, il faut le dire, la pédocriminalité, le trafic d'enfants. Et nous allons en parler à l'occasion d'un film que j'ai vu, qui m'a bouleversé. Je ne suis pas le seul, des millions de gens qui l'ont déjà vu à travers le monde ont été bouleversés par ce film. Sound of Freedom, qui sort en France le 15 novembre, et qui est un film formidable parce que c'est un film qui, pour la première fois, c'est une fiction, mais c'est une fiction basée sur des faits réels, on va en parler, qui montre ce que j'appelle l'abîme, ce qu'on appelle l'abîme, l'impensable, et qui pourtant existe. On en parle tout de suite. La culture dans tous ses états, André Berkoff. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Voilà, c'est la bande-annonce du film Sound of Freedom. C'est étonnant ce film, on va raconter aussi son histoire, qui a été mise au placard pendant 4 ans. Il a été filmé en 2018, il n'est sorti que maintenant. Et c'est un film qui est sorti aux États-Unis et il a battu tous les records. Il a battu Indiana Jones, le cadran dessiné, il a battu Mission Impossible, etc. Il a fait plus de 180 millions de dollars de recettes, mais au-delà de ça, c'est un film très émouvant parce qu'il raconte une vraie histoire, celle de Tim Ballard, joué par le grand acteur Jim Caviezel. Et nous avons avec nous, et on est très heureux de le recevoir, Alejandro Monteverde. Alexandre Monteverde est le réalisateur de ce film. Et puis nous allons avoir dans la seconde partie Omaira Sellier, qui est présidente et fondatrice d'Innocence en danger, sur la protection des enfants. Et nous avons Hubert de Torcy, qui est président de Sage Distribution. Et ce film sera, dès le départ, diffusé dans 150 salles de cinéma en France. Voilà, on va en parler tout de suite parce que c'est une histoire incroyable. Et je voudrais d'abord demander à Alejandro Monteverde, au fond, parce que c'est important, comment c'est venu cette histoire, qu'est-ce qui l'a amené, c'est un réalisateur très connu déjà, qui a fait plusieurs films, The Last Goodbye, Little Boy, et qu'est-ce qui l'a amené et comment à faire ce Sound of Freedom? Well, first, thank you for having me here. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Merci pour ces aimables paroles et votre soutien. Alors, pourquoi ai-je décidé de faire ce film? Eh bien, j'avais une motivation pure. Le but était de créer un espace, un dialogue social, afin de parler d'un des sujets les plus importants de notre époque, la protection des enfants. Ce n'est pas un film que j'ai cherché. Vous savez, il y a 2 types de films dans ma vie. Il y a les films que je souhaite faire et les films que je suis appelé à faire. Là, c'est un film qui m'a trouvé. Ce n'est pas un film que j'ai cherché. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, je vais faire un film sur la traite des enfants » ou pour exposer les crimes contre les enfants. C'est un film qui m'a trouvé. Un soir, j'ai vu un reportage sur la production de la pornographie et sur la traite des enfants. Et c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de phénomène. Et donc ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai été totalement bouleversé au plus profond de mon âme. Et le lendemain matin, en me levant, je savais que je devais agir. J'ai donc commencé à écrire un scénario sur ce sujet, une fiction. Et pendant l'écriture de ce film, j'ai rencontré Tim Ballard. Je l'ai rencontré parce que je souhaitais avoir plus d'informations pour le film, parce qu'il était expert. Il était un ancien agent
américain. Et donc, j'ai discuté avec lui, et pendant l'entretien, je me suis rendu compte que l'histoire de sa vie était plus puissante que ma fiction. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de cap, et j'ai commencé à écrire un film sur sa vie. Alors Alejandro, juste pour nous dire exactement qui est Tim Ballard, parce qu'il a fait, et c'est quoi en quelque sorte ses actions, parce que lui c'était effectivement un ancien agent de sécurité, il a travaillé, et il a une équipe, je voudrais que vous le racontiez, parce que vous le racontez dans le film, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait lui? Je veux dire, c'était quoi son action pour protéger ses enfants? Il était agent fédéral, il travaillait pour la sécurité intérieure. Il travaillait sur la question des crimes perpétrés contre les enfants. Et dans le cadre de son travail, une partie terrible, c'est qu'à chaque fois qu'il arrêtait un pédophile, il récupérait toutes les vidéos de pédopornographie. Et ces vidéos ne peuvent pas être montrées dans un tribunal. Et donc son travail consistait à transcrire les horreurs, les atrocités que l'on voit dans les vidéos. Parce que ces vidéos ne pouvaient pas être montrées lors des procès. Pourquoi elles ne pouvaient pas être montrées? Parce que c'est un crime de les visionner. Et donc il devait faire des transcriptions et décrire étape par étape ce qu'il voyait. Et il m'a raconté que plus il mettait de détails, plus grande était la condamnation contre les criminels. Et donc il a vu des milliers et des milliers d'heures de vidéos et ça l'a réellement meurtri. La plupart des agents ne tiennent pas plus d'1 an à ce poste. Et lui, grâce à sa foi, il a puisé dans sa foi pour continuer ce travail, mais il savait également que ses enfants n'étaient pas américains. Et il a eu le désir de retrouver ses enfants en dehors des États-Unis. Et en tant qu'agent américain, il ne pouvait pas aller sauver des enfants qui n'étaient pas américains. Il a donc dû démissionner, il a tout quitté afin d'aller dans d'autres pays du monde pour sauver ses enfants. Donc ce film raconte un petit peu son origine, ça se concentre sur son travail. On commence à sa démission. Et ensuite, on parcourt une sorte d'odyssée au cœur de l'humanité. Et donc ce film est une sorte d'odyssée cinématographique. Toutefois, nous avons créé une sorte de véhicule d'espoir. C'est un film qui, bien qu'il soit très sombre, est également une source d'inspiration. C'est un film dans lequel on se sent en sécurité en le regardant. Et il n'y aura rien de totalement traumatisant dans le film. Alors ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spectateurs. Plus de 30 millions de personnes ont vu ce film. 30 millions ont déjà vu le film. Au total, oui. Y compris les versions piratées. Oui, on en a vu. Et ils disent que c'est une histoire qui est une bonne source d'inspiration. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce film. Ce n'est pas un film qui va vous traumatiser ou vous déprimer. Vous allez vous réfléchir, ça va vous donner envie de participer à cette sensibilisation. Surtout que c'est un film qui finit sur la libération d'un certain nombre d'enfants, donc c'est une note d'espoir, c'est vrai. La fin du film est très 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 belle aussi. Enfin, le film est tout à fait passionnant, mais la fin du film est très belle parce que c'est une libération. Juste, je vous demandais, Alejandro, vous avez, le Tim Ballard a travaillé sur quel pays? Sur plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud? Il a travaillé aux 4 coins du monde. Il a beaucoup travaillé en Haïti, en Ukraine, beaucoup, mais plus particulièrement dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et au Mexique. D'accord. Et il se concentre principalement sur les pays qui sont vulnérables. Je connais les chiffres pour les États-Unis. Je sais combien d'enfants disparaissent chaque année aux États-Unis. Et les États-Unis ont beaucoup de ressources, c'est un pays très sûr. Alors je ne peux qu'imaginer le nombre d'enfants qui disparaissent dans des pays comme le pays d'où je viens, le Mexique, ou dans d'autres pays d'Amérique latine, ou en Haïti, etc. On n'a pas de chiffres, pour les pays d'Amérique latine.
Oui, il n'y a pas de chiffres. Si vous regardez sur le site du FBI ou de la sécurité intérieure, les chiffres sont disponibles et ce sont des centaines de milliers d'enfants pour les États-Unis. Alors, Alejandro, juste, comment vous avez eu parce que un film, ça coûte, qui vous a aidé au départ pour monter le film, le produire, le faire, les acteurs, etc. Ça demande des moyens. Comment vous avez obtenu ces moyens? C'est la beauté de cette aventure. Ça a été une aventure très complexe. Il y a eu des bas, mais il y a eu des hauts également. Et le côté positif, eh bien, c'est cette mobilisation des investisseurs de tout milieu. Il y en avait qui étaient athées, qui étaient croyants. Il y avait également des investisseurs qui étaient affiliés à un parti politique, à l'autre parti politique aux États-Unis, et des investisseurs étrangers d'autres pays également. Ça a réellement réuni toutes ces personnes pour ce combat. C'est un combat que l'on ne peut remporter que si nous travaillons ensemble, pas simplement en tant que nation, mais en tant que monde. C'est un problème international à cause d'Internet. Les États-Unis sont le premier consommateur de contenu pédopornographique. Ouais, l'Europe, faut dire, l'Europe n'est pas mal non plus, y compris l'Europe de l'Est, etc. Ils sont pas mal non plus, enfin. Hélas, hélas. Je voudrais demander justement, Hubert de Torcy, vous êtes président de Sage Distribution et vous distribuez le film. Je voudrais juste rappeler, parce qu'on va leur demander à Alejandro, quand même, l'histoire de ce film. Il faut rappeler que c'était Disney qui l'a produit. Si je me comprends bien. Non, c'est pas tout à fait exact. Non, c'est Fox qui l'a produit. En fait, c'est Fox qui devait le distribuer. Ça, c'est très technique comme langage, mais le film, il a été produit de manière indépendante, donc par un studio indépendant, Metanoia Film, qui est une petite boîte de production. Ah oui, qui a produit en indépendant. Voilà, qui a produit en indépendant, pour un budget assez modeste de 14 millions de dollars. Ils ont vendu le film une fois terminé à la Fox qui devait le distribuer sur le territoire américain. Le Covid est arrivé. Il a été terminé quand, le film? Le film a été tourné en 2018, il a été monté en 2019, donc il était prêt, je dirais début 2020 quoi. Il devait sortir... Il y a 3 ans, plus de 3 ans. Exactement. Il devait sortir courant 2020. Le Covid est arrivé, tous les cinémas ont fermé les portes. Et donc c'est resté sur les étagères de la Fox, comme beaucoup de films. Pratiquement tous les distributeurs ont mis leurs films sur étagère pendant plusieurs mois, de longs mois. Et puis ensuite, entre-temps, la Fox a été rachetée par Disney. Et quand Disney a pris le temps de regarder tout ce qu'elle avait racheté en rachetant le contenu de la Fox, elle a trouvé ce film-là et elle a considéré qu'il n'avait pas d'intérêt pour elle. Donc Disney a gelé en quelque sorte le film, et c'est cette année, en 2023, que Angel Studio, un autre producteur-distributeur chrétien américain a racheté les droits à la Fox pour le sortir avec le succès qu'on sait aux États-Unis le 4 juillet 2023. C'est ça, il est sorti 4 juillet 2023 et il a cassé la baraque. Il a cassé la baraque, c'est le film le plus rentable de l'année 2023, clairement, puisque un investissement de 14 millions de dollars, et maintenant je crois qu'on est à 250 millions de dollars de box-office mondial. Alors Alejandro, je voudrais savoir comment il réagit, mais vous aussi pourrez en parler, qu'on a vu des images, nous ici en Europe, que dans les salles américaines, et je voudrais savoir pourquoi, à son avis, il y avait des cinémas où la lumière restait allumée. On faisait tout pour que les spectateurs ne puissent pas voir le film dans des conditions, je ne dis pas c'est partout, mais on a vu des images ici où le film se voyait, enfin on allumait les choses. En tout cas, il y avait une volonté en tout cas de perturber la diffusion du film et la connaissance du film. Oui, j'aimerais penser que ce n'était pas à dessein. You're a good believer. J'aimerais penser que ces personnes ne pensaient pas que le film allait bien s'en sortir. Et donc, ils se disaient que ça allait être dans des cinémas disparus à cause du Covid. Bon, voilà ce qu'on m'a dit en tout cas. Ce film a été distribué dans les vieux cinémas, pas dans les beaux cinémas rénovés. D'accord. Parfois, quand on rénove un cinéma, on change les projecteurs et on donne les vieux projecteurs au plus petit cinéma. Mais quand un film s'en sort bien, bon, alors j'aimerais penser que c'était pas ça, mais quand les films s'en sortent bien, eh bien ils les sortent des petits cinémas, ils les mettent dans les grands cinémas.
Voilà comment on a pu grandir. On a commencé dans 1500 cinémas et on est arrivé à près de 35 000 cinémas, 35 000 salles. Formidable. Donc, je sais que ce film est un petit peu tiré par différentes théories du complot des deux côtés. Et je pense qu'ils ont essayé d'alimenter un petit peu cette controverse, à avoir des réactions. Alors, je ne sais pas exactement, mais je suis convaincu qu'il y avait des personnes qui voulaient que ce film soit un échec. Mais évidemment, je ne peux pas vous dire qui c'était. En tout cas, c'est très intéressant de voir en fait le destin de ce film et que maintenant il sorte et on est ravis qu'il sorte là. Donc, effectivement, il va sortir le 15 novembre, encore une fois, en France. Vraiment, allez le voir. Moi, je l'ai vu, j'ai été bouleversé. Et encore une fois, vous le savez, il y a des millions de gens qui l'ont été. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui part d'une réalité. Elle parle, là, c'est en Amérique du Sud que ça se passe. Mais hélas, on le sait, en Europe et un peu partout, il y a cette chose absolument terrifiante on va en parler aussi avec Innocence en danger, cette chose terrifiante qui consiste à exploiter sexuellement, je ne parle même pas du trafic d'organes, mais on pourra en parler, des enfants, des innocents, effectivement. Et c'est pour ça que c'est un vrai combat, un combat qu'il faut mener. Ça a été compliqué de trouver des salles où tout le monde, en fait, a bien réagi vers de Torcy. Alors, c'est sûr que, en tout cas, quand la polémique que l'on connaît est sortie aux États-Unis, ça a effrayé tout le monde. En France, hein, les journaux français ont fait du copier-coller des journaux américains et donc ont importé cette politisation du film. Ce qui fait que je pense que la plupart de mes confrères distributeurs, personne n'a osé s'aventurer dans le rachat du film en se disant je vais me retrouver avec une étiquette de complotiste. Non mais je comprends pas, juste un mot. Enfin, le trafic d'enfants, c'est pas un complot. Non mais c'est sûr, mais c'est parce que en fait les polémiques qui sont arrivées jusqu'ici étaient vraiment surréalistes de fait, parce que elles expliquaient que le film faisait l'apologie de théories conspirationnistes suivant lesquelles il y avait une internationale sataniste qui buvait le sang des enfants, etc. Qui n'a rien à voir avec le film, qui est l'histoire vraie de Tim Ballard qu'a raconté rapidement Alejandro. Donc il y avait une telle différence entre ce que rapportaient les journaux et puis le contenu du film, que pour le coup j'avais eu l'occasion de voir à Cannes en mai dernier, que je me suis dit, non, il n'y a aucune raison de ne pas sortir ce film. Cette polémique est absurde. Et en plus, elle est indécente parce qu'en fait, elle détourne du vrai sujet qu'est, comme vous le dites, la protection des enfants. Et donc oui, aujourd'hui, les salles, elles ont toutes vu le film. Elles avaient toutes très peur parce qu'elles avaient lu les journaux et elles ont toutes été rassurées en voyant le film. Très bien. Et je crois que vraiment, vous serez aussi, non pas rassuré, vous serez inquiet, mais dans le très bon sens du terme, et vous serez en espérance, après avoir vu le terme. Alejandro Monteverde, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Omaira Cellier, présidente et fondatrice d'Innocence en danger. On va continuer à parler de ce problème très grave que certains n'ont pas envie d'en parler, mais nous en parlons et nous ne serons pas les seuls. La culture dans tous ses états. André Berkoff. Tu fais ça depuis combien de temps ? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté ? 288. Combien d'enfants t'as retrouvé ? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te prometo. Je te le promets, effectivement, c'est encore une fois quelque chose qui vous prend à la gorge. Alejandro, je voulais demander comment c'était d'avoir Jésus comme interprète principal. Je parle évidemment de Jim Caviezel. Je suis un grand fan de son travail. Alors, je n'ai pas choisi Jim Caviezel. C'est un petit peu cliché, mais c'est le projet qu'il a choisi. C'est un film qui avait sa propre voix. Et c'est un film qui a invité toutes les personnes qui ont participé. Toutes les personnes qui ont participé ont été choisies par le projet. Tout comme le projet m'a choisi. Je cherchais un acteur qui ressemblait à Tim Ballard. Tim Ballard est un petit peu plus petit, il est blond, Jim Caviezel est grand avec des cheveux noirs.
Ceci étant, ce film était très personnel pour Jim. Il avait déjà sauvé 3 enfants, il a adopté 3 enfants en Chine. Et donc, lorsque je l'ai rencontré la première fois, au bout de 5 minutes, il avait déjà fondu en sanglots. Et je savais à quel point ce film serait important pour lui et pour moi en tant que réalisateur. Travailler avec un acteur qui comprend et pour qui c'est important, un acteur qui comprend bien ce sujet, un sujet difficile, c'était particulier. C'était un formidable cadeau. Et donc, le lendemain, je lui ai teint les cheveux en blond et ses yeux étaient très très bleus, étaient encore plus bleus avec le reflet des cheveux. Et quand je l'ai mis à côté de Tim Ballard, c'était comme 2 jumeaux. J'étais très ému et j'aimerais bien qu'on m'accorde le crédit d'avoir casté Jim Caviezel, mais non, c'est le projet qu'il a choisi. En tout cas, il fait de très très belles performances. D'ailleurs, tout le monde est vraiment fort. C'est un film fort. Je suis très heureux d'accueillir aussi Omaira Sellier, qui est présidente et fondatrice d'Innocence en danger. Alors, Omaira Sellier, racontez-nous, Innocence en danger, comment vous l'avez fondée? Innocence en danger est née en France en 1999. Je suis iranienne d'origine. Je me trouvais à Paris, en France plutôt, parce que mes parents ont pensé à l'époque que la France serait plus safe que mon pays qui était en guerre, qui rentrait en guerre. Bien sûr. Et j'avais ma sœur jumelle qui était à l'époque en vie et on était très innocentes parce qu'on avait eu une enfance très protégée et pendant que j'étais étudiante en France, je suis devenue témoin, sans le chercher évidemment, des situations et des contextes où, sans m'expliquer ce que ça voulait dire et ce qui pouvait arriver, c'était des contextes de trafic. Vous avez entendu parler ou vu des enfants maltraités? Vous avez vu? J'ai pas entendu parler. Comment vous avez vu? Je veux dire, à quelles circonstances? Vous avez vu des maltraitances d'enfants ou non. C'est ça? Non. J'étais avec mes amis. Je vous donne un exemple. Je déjeune avec des copines avec lesquelles j'étudie dans un restaurant où il y a des adultes aussi. Et puis, on a été approché, ça c'est un exemple, on a été approché par une femme habillée, très élégante et très belle, qui est venue nous voir et qui a dit « Est-ce que l'une de vous veut dîner avec un des messieurs qui sont assis dans la table d'à côté ?» C'est vrai que au début, j'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, j'ai dit « Mais moi, je veux pas dîner avec quelqu'un que je ne connais pas. » Elle a laissé sa carte sur la table. On a déjeuné, on est parti et Vous étiez étudiante à l'époque? Oui, à Paris. Oui, d'accord. Et c'était dans ce qu'on appelle le carré d'or. Hein. Vous voyez de quel quartier je parle. Et donc, après, une de mes amies, après quelques mois... Le carré d'or, je dis ça pour nos auditeurs, c'est Champs-Élysées, avenue Montaigne, avenue Georges V. Exactement. Voilà. Et après, j'ai une de mes amies... se marie avec un Français magnifique. Je suis témoin de mariage. Sauf que quelques semaines après, elle se suicide et elle laisse une lettre qui me parvient. À l'époque, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de portable, etc. La lettre me parvient. Et dans la dernière paragraphe de sa lettre, elle explique que quand elle a pris cette carte, elle a été curieuse ou peut-être qu'elle avait... Elle est allée voir ce qui se passe. Elle a été violée, etc. Et elle a été... Je ne connais pas tous les détails de ce qui lui est arrivé, mais c'était suffisant pour que, malgré le fait qu'elle avait rencontré un homme bien et qu'elle s'était mariée, elle se sentait sale et elle ne voulait plus vivre. Et la dernière phrase, c'est... Mais si tu étais là... Non, si je pouvais parler avec quelqu'un, si tu étais là, peut-être que je n'aurais pas choisi de partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que, sans prétention... J'ai juste décidé que un jour, quand je le pourrais, parce que j'étais étudiante moi-même à l'époque, quand je le pourrais, je serais la personne que cette
jeune fille aurait souhaité rencontrer, et moi-même, parce que j'ai été confrontée à beaucoup de situations. Donc vous avez dit, moi je veux me battre pour ça et aller plus loin pour ça. Oui. C'est ça. Oui. Je dis aussi, vous savez que Céline Alonso, qui fait l'émission avec moi, est malheureusement alitée, pas très grave, mais c'est embêtant, elle a eu un accident, c'est pour ça qu'elle n'est pas là faire l'émission avec moi, mais elle l'a entièrement préparée, et voilà, il faut le savoir et lui rendre hommage. On va continuer à parler d'Innocence en danger, mais vous l'avez fondé quand, alors, très exactement? Innocence en danger est fondée en janvier 1999. C'est ça, oui. À la suite du démantèlement de ce qui était considéré à l'époque comme le plus grand réseau cyberpédocriminel au monde, à la suite d'une enquête qui a duré 1 an et demi, avec la collaboration de police et d'enquêteurs de Où ça en Europe? Le réseau était mondial. Mondial, oui, il y avait bien des sûr, Français, il y avait des Américains, il y avait des gens de partout. Mais les policiers de 14 pays avaient travaillé sur cette enquête, notamment la France, évidemment les États-Unis, etc. À la suite de ce démantèlement, lorsque le directeur général de l'UNESCO, qui à l'époque s'appelait Federico Mayor, qui était très visionnaire, il a compris qu'Internet posait un problème très sérieux à la sécurité, à la protection des enfants, notamment sur ces sujets-là. Il a décidé de lancer un mouvement qui s'appelait Innocence en danger. Il m'a nommé pour des raisons X. J'étais active dans ces contextes. Ah, c'est l'initiative de Federico Mayor. Absolument. Enfin, qui était à l'époque directeur général de l'UNESCO. Qui était à l'époque directeur général. Okay. Nous sommes en 1999. Ouais, il me demande si je veux bien conduire le plan d'action. J'ai évidemment dit oui, sans m'imaginer une seconde de l'ampleur du problème. Et puis, j'ai quitté l'UNESCO en 2000 parce que je ne peux pas travailler avec des grandes organisations qui ne sont pas de terrain. Et vous avez fait cette association. J'ai fondé Innocence en danger avec loi 1901, d'abord en France et après dans d'autres pays. Non-profit organization. Non-for-profit. Association, oui. Voilà, loi Tout 1901. À fait. Tout à fait. On va continuer à en parler. J'ai une question pour Alejandro. Est-ce qu'en Amérique, puisque on connaît bien l'Amérique, évidemment, est-ce que, avec le film et après le film, est-ce que vous estimez aujourd'hui, pas seulement à cause du film, mais enfin, on a tous suivi ici, mais c'est un des exemples, l'affaire Epstein et la fameuse île d'Epstein et tous les gens qui allaient chez Jeffrey Epstein et ce qui s'est passé. Est-ce que le problème est aussi important qu'on le dit? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on exagère, c'est pas aussi important. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se conduisent comme des salauds, qui sont des salauds, etc. Mais c'est une petite minorité. Alors que ce qu'on sait, un peu ce qu'on voit apparaître dans la partie de l'iceberg, qui était sous l'eau, on voit apparaître quand même que c'est extrêmement important et massif. C'est une bonne question. Vous savez, j'ai fait ce film pour créer une conversation, pour qu'on puisse en parler en tant qu'humanité, en tant que race humaine, pour qu'on puisse se pencher sur ce problème, pour qu'on puisse voir quelle est son ampleur. Alors, je savais que je ne voulais rester qu'au sommet de l'iceberg. Je ne voulais pas creuser plus en profondeur. Toutefois, ce que je sais, et je sais que ça va se produire ce soir, c'est qu'à chaque projection à laquelle j'ai assisté pour Sound of Freedom, à chacune de ces projections, et j'en ai fait 200 environ, il y a toujours une ou deux personnes du public qui vient partager une histoire avec moi. Qui vous raconte leur histoire. J'ai été maltraité, j'ai été victime d'abus, j'ai été victime de traite des êtres humains, etc. Et je sais que ça va se passer ce soir. Et je leur réponds toujours, je ne suis pas un expert, je suis ravi que vous vous ouvriez, que vous en parliez. C'est une conversation que l'on doit avoir ensemble. Je ne connais pas réellement la gravité du problème. Toutefois, je sais bien une chose. Alors, une grande chaîne, un jour nous faisions la une,
Et il y avait une attaque contre le film, il disait que c'était un film qui soutenait les théories du complot, etc. Et de l'autre côté du journal, disons, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, il y avait eu une affaire très très connue. Le film était dans les cinémas, on avait déjà 100 millions de dollars au box-office, donc on s'en sortait vraiment très très bien. Et il y a eu une opération où ils ont arrêté 100 pédophiles, dont 74 étaient aux États-Unis, les autres étaient en Australie. Ils ont sauvé 14 enfants et ils ont trouvé des centaines d'heures de contenu pédopornographique. Donc d'un côté, ils disaient que mon film c'était une théorie du complot, que ça n'existait pas, et de l'autre côté, on voyait justement que ça existait, que c'était la réalité. Donc ça, c'est vraiment profond. On voit que c'est un problème mondial. Alors je ne suis pas un expert, je ne sais pas quelle est la gravité de ce problème, quelle est son ampleur, mais dans tous les pays où je vais, je pose toujours la même question. Savez-vous combien d'enfants disparaissent chaque année? En général, les gens ne savent pas, et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est savez-vous combien d'enfants disparaissent chaque année en Europe? Est-ce qu'on a ce chiffre? Est-ce qu'on a ce chiffre, Mera? D'abord, je voudrais vous donner un chiffre de nombre d'enfants qui sont trafiqués dans le monde, qui est le seul chiffre officiel que nous ayons aujourd'hui. Donné par qui, ce chiffre UNICEF officiel? et des organisations comme ça, il y en a 2 millions. Déjà, ça, c'est 2 millions d'enfants trafiqués aujourd'hui. Du trafic. À l'heure où on se parle. Ça, c'est mondial. Maintenant, en Europe... Mais 2 millions, c'est énorme. Enfin, on est d'accord. Mais moi, j'ai connu des enfants trafiqués en France. Je veux dire, c'est pas... Ceux qui veulent pas en parler, c'est qu'ils ont peur de leurs petits doigts. Je suis désolée. C'est une réalité. C'est pas parce qu'on en a peur que ça va disparaître. Mais il y a 10 000 enfants qui ont disparu en Europe en un an. Alors, c'était peut-être au moment où il y a eu des migrations, mais les chiffres sont... Mais vous savez, ce qu'a dit Alejandro est très juste. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas combien d'enfants disparaissent en Europe, pays par pays? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas combien d'enfants disparaissent en France? Parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais le problème est réel depuis des années. Il y a aussi, hélas, des parents qui vendent leurs enfants. Mais les enfants que j'ai connus en France qui ont été trafiqués, une d'entre elles avait été vendue par ses parents, elle était française. Ça s'est passé dans le nord de la France. Elle était enceinte à 15 ans. Elle avait déjà été enceinte avant, etc., etc. Il y a des cas, mais bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui est assez terrifiant et que justement et c'est là où on voit combien un film, combien une œuvre, mais il y a aussi des œuvres en profondeur. Je voudrais demander juste une question, poser une question à Alejandro. Avec ce film et après ce film, je voudrais savoir, est-ce que vous allez, question que je pose, enfin qui est une question au producteur. Est-ce que les recettes du film, en partie, vont aider aux associations de lutte contre les enfants en danger, etc. Je veux dire, est-ce que les producteurs vont faire... Est-ce que le combat que vous avez mené avec ce film, bon, vous êtes un réalisateur, un artiste, est-ce que ce combat va aussi aider? Est-ce que les recettes et puis le reste, ce combat, il va continuer pour vous? Alors personne n'a fait ce film pour l'argent. Nous ne pensions pas que ce film allait être rentable. L'objectif de ce film était de sensibiliser la population, créer ce dialogue que nous avons aujourd'hui. Et pour moi, ça vaut plus que tout l'or du monde, parce que la sensibilisation peut réellement promouvoir le changement. Et le fait d'être ici et d'en parler et d'apprendre des informations, plus on parle, plus on peut créer du changement. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, des associations à but non lucratif qui se battent contre la traite des êtres humains ou des organisations qui aident les victimes à se relever. Alors, nous avons travaillé avec beaucoup de ces organisations et de ces associations et elles nous ont dit qu'elles reçoivent davantage de donations et de ressources. Nous pensons que la sensibilisation créée par ce film a réellement eu un impact. Et j'espère... J'espère que une partie des recettes du film pourront continuer à aider d'autres organisations et associations. Personnellement, je ne suis que le scénariste et le réalisateur, pas le producteur, mais je sais que les personnes qui ont distribué le film aux États-Unis
cherchent toujours des manières d'aider et de sensibiliser. Thank you very much, Alejandro Monteverde. Merci à vous. Et puis merci à, c'est bien, Sage Produce, les distributions, Sage Distribution. Je crois qu'encore une fois, franchement, soyez nombreux. Allez le voir, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous savez. Allez voir parce que il faut savoir ce qui se passe. On ne peut pas faire semblant, on dira oui, mais moi ça m'intéresse pas. Moi voilà, j'ai mon foyer, mes enfants, tout va bien, etc. Vous savez faire l'autruche, ça n'a jamais profité à qui que ce soit. Il faut toujours garder la tête hors du sable. Merci. Merci. La culture dans tous ses états, André Berkoff. Ce boulot, il vous brise un morceau. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu qui donne les ordres. Tu te tais et tu obéis. Tu te tais et tu obéis quand Dieu donne les ordres. Sound of Freedom, on en parle, ce film qui a fait beaucoup de bruit et à juste titre, qui, encore une fois, je le rappelle, sort le 15 novembre en France. Et nous sommes avec Oméra Sellier, toujours, présidente et fondatrice d'Innocence en danger. Alors aujourd'hui, Oméra Sellier, quelle est l'activité? Parce qu'elle est mondiale, elle est mondiale, votre activité. En tout cas internationale. Il y a des pays où je ne travaille pas, où nous ne sommes pas présents, simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de lois qui interdisent les relations sexuelles avec les enfants. C'est très difficile pour une association de pénétrer dans une culture où les relations sexuelles avec les enfants n'est pas cadrées par les lois du pays. Donc nous sommes dans presque tous les pays, enfin européens, je peux le dire. En Amérique du Sud, nous sommes en Colombie, pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'il y a besoin. Et nous avons des activités également aux États-Unis, mais qui sont d'un autre ordre. C'est pas sur le pas trafic. sur l'innocence en danger, pas sur le trafic. Non, c'est innocence en danger, mais c'est pas sur le trafic. C'est pas spécifiquement sur le trafic sexuel des enfants. D'accord. Alors, comment vous travaillez? Quels sont vos... Écoutez, selon les pays, selon le soutien, l'aide et le regard que le pays, les institutions du pays ont sur ces sujets, nous sommes plus ou moins actifs dans tel ou tel... Mais par exemple, donnez-nous des exemples d'actions. Par exemple, je vais vous dire, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, où les bureaux allemands, je les ai fondés 2 ans après les bureaux français. En Allemagne, nous sommes très, très soutenus. Et on ne nous regarde pas comme une ennemie. Au contraire, on est invité à travailler avec parfois des enquêteurs, parfois la police. Le gouvernement aussi Oui, je parle des institutions d'État. Donc en Allemagne, on est bienvenus. On n'essaye pas de nous tirer dessus, de nous faire des pots de bananes, etc. Notre activité est très, très Internet en Allemagne, c'est-à-dire la prévention des dangers sur Internet, cyberbullying et tous ces domaines-là. Traquer les pédos c'est-à-dire qu'on ne traque pas nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de traquer, mais nous travaillons quand nous sommes appelés pour essayer de profiler, de comprendre, etc. En Allemagne et en Autriche, nous sommes très Internet, pour les raisons que je viens d'évoquer. En France, il y a une chose très particulière que, personnellement, j'aime beaucoup, même si la situation est catastrophique en France, vraiment mauvais élève. Pourquoi catastrophique? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants victimes et on ne croit pas les enfants en France, on ne croit pas leurs parents, on ne croit pas ceux qui signalent. Je veux dire, on pense qu'il y a une... Et puis moi, j'ai dit il y a longtemps, je l'ai dit en rigolant, mais je veux dire, sauf à penser qu'il y a quelque chose dans le génétique français qui fait que les enfants naissent menteurs et donc les parents deviennent menteurs. On ne croit pas les enfants. On ne croit pas les enfants. Non, et puis il y a trop de dossiers, on les traite mal. Vraiment, il y a une dévastation qui se voit sur le terrain des violences sexuelles faites aux mineurs. Dans un des visages est le trafic sexuel des mineurs. Il y a d'autres visages, il y a Internet, il y a inceste, il y a agression sexuelle dans le cadre scolaire, etc., etc. Il y en a partout en France. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez quelque chose, André Berkoff. Il faut savoir que la France est le 3e pays consommateur
Troisième pays. Troisième le premier consommateur. étant les États-Unis. Oui, et le deuxième, je ne sais plus, excusez-moi, en tout cas la France troisième, et la France était aussi troisième pays hébergeur. Ça, c'est très grave. Hébergeur aussi. de pédophiles, vous voulez dire? Non, d'enfants. de pédophiles aussi, forcément, oui, mais de sites internet, de là où le matériel pédopornographique puisse... Ah oui, le troisième pays hébergeur. Hébergeur. Ça, c'est très grave. Parce que ça veut dire qu'il y ait des prédateurs. Évidemment, quand il y a des victimes, il y a des prédateurs. Quand on nous dit qu'il y a 160 000 nouvelles victimes identifiées par an en France, j'aimerais dire il y a probablement autant de prédateurs en liberté, puisqu'on ne condamne pas. Enfin, il peut y avoir un prédateur pour plusieurs victimes. Oui, mais bon, même si on divise le chiffre en deux, il y en a 80 000. Enfin, je veux dire, même, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque un pays devient un troisième pays hébergeur de matériel pédopornographique, ça veut dire qu'on n'a pas les enquêtes qu'il faut, ça veut dire qu'on n'a pas les moniteurs qu'il faut, ça veut dire que les sociétés télécommunications et autres ne sont pas contraints. Ne protègent pas assez, oui, parce qu'ils ne sont pas contraints, parce qu'il n'y a pas cette volonté politique qu'il y a dans d'autres pays. Donc voilà. Donc notre action en France a plusieurs visages. Elle n'est pas très Internet pour l'instant, parce que je n'ai pas d'interlocuteur, malheureusement. Interlocuteur qui veut vraiment faire quelque chose, parce que sinon, si c'est pour prendre le thé, ça m'intéresse pas. Mais alors, vous disiez qu'il y a quelque chose qui vous plaît en France. Oui, pardon. Oui, parce que dans le système judiciaire en France, il y a la notion de la constitution de partie civile, qu'il n'y a pas dans d'autres pays européens. Il y a aussi en Belgique. Ce qui veut dire qu'une association, avec l'accord de la victime... peut se porter partie civile. Peut se constituer victime aux côtés de la vraie victime. Nous sommes évidemment que victimes indirectes, mais nous avons la possibilité d'accompagner la vraie victime et ses parents, lorsque les parents ne sont pas les abuseurs, pendant le procès. Et ça, c'est intéressant parce que chaque procès, pour moi, est un moment où j'apprends des choses. Pour les victimes, c'est important de ne pas se sentir seul, d'être accompagné de personnes qui sont, je dirais, qui connaissent le sujet. Et donc, cette notion-là, je l'aime bien en France. Donc, notre activité en France est très, très judiciaire. Alors, juste, est-ce que vous aidez aussi, par exemple, est-ce que vous avez une possibilité d'aider financièrement les familles écoutez, on ne peut pas leur distribuer de l'argent parce qu'on fait déjà le travail de l'État, alors que l'État est payé pour le faire, nous pas. Mais on s'occupe des retraites thérapeutiques des enfants qui sont financées par l'association. On a une permanence juridique qui est financée par l'association. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les dossiers... On a 600 à 800 dossiers nouveaux par an qui s'ajoutent aux dossiers de l'année précédente. C'est très difficile pour une association qui ne reçoit pas de subvention de subvenir. Mais vous avez des dons, comment vous financez? Écoutez, nous avons surtout une équipe magnifique de gens dédiés qui acceptent de travailler beaucoup de moments, je dirais, de manière bénévole, même s'ils sont tous professionnels. Nous sommes une équipe de professionnels. Il n'y a pas de bénévole qui connaît pas le sujet de manière professionnelle. Mais aussi, nous avons des dons privés. D'accord. On n'a pas de subvention d'État. Mais c'est des dons, c'est par des dons privés. Oui. En tout cas, écoutez, ça fait donc pratiquement plus de 20 ans que vous travaillez. 25 ans, oui. 25 ans, oui, c'est énorme. Et c'est très important, effectivement. Alors, où est-ce qu'on peut vous contacter, si on veut vous contacter, ou aider ou collaborer? Notre site est www.innocencesendanger en un mot.org. Innocence en danger, tout attaché. .org. Si quelqu'un souhaite nous aider, c'est nous trouver. C'est à cette adresse email. Il y a un formulaire en ligne qui peut se remplir. Parfait. Merci beaucoup, Mère Merci à vous de m'avoir reçu. Merci infiniment. Écoutez, c'est très important en tout cas. Vous savez très bien que parmi les combats, et Dieu sait s'il y a des combats à mener, celui-là est l'un des plus importants. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci.